Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve encore une fois dans votre émission Entretien avec de la chaîne Click Dakar. Alors, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir Monsieur Lassana Gagny Sakho. Lassana était donc l'ancien directeur général de l'ONAS, mais nous en saurons un peu plus dans cette émission que devient donc Monsieur Sakho justement après l'ONAS. Alors, Monsieur Lassana Gagny Sakho, bonsoir et merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, M. Kandé. C'est un plaisir de vous recevoir chez vous et de pouvoir discuter de beaucoup de sujets d'actualité comme vous l'avez demandé. Voilà, de discuter de beaucoup de sujets d'actualité comme vous l'avez demandé. Comme j'ai dit, c'est un énorme plaisir pour moi d'échanger avec vous, de partager sur ce qui concerne notre pays, ce qui concerne l'Afrique, ce qui concerne le monde. Oui. Alors, M. Sakho, d'abord, nous aimerions bien savoir que devient M. Lassana Gagny Sakho donc, après l'ONAS, puisque vous avez été à la tête de cette structure étatique pendant plusieurs années. Je pense d'abord, je suis toujours gêné quand on me dit après l'ONAS. C'est comme si c'était une fin en soi. L'ONAS, c'est une carrière dans ma vie professionnelle. J'ai travaillé, je pense, depuis 32 ans. Et c'est 3 ans et demi que j'ai fait à l'ONAS. 3 ans et demi à l'ONAS, 3 ans à l'OFOR, donc 6 ans dans la fonction publique sur près de 30 ans. Certes, c'est des fonctions importantes parce que c'est des fonctions au niveau État où on peut avoir de la valeur ajoutée sur la vie de nos populations. Et c'est une étape. L'ONAS est passé, je suis parti de l'ONAS, ça fait maintenant près de, je vais dire, à peu près 1 an, ça va bientôt 1 an et demi. J'ai tourné la page, je suis passé à autre chose et je m'occupe autrement. Je travaille comme consultant pour une organisation internationale. Tout à fait. Êtes-vous satisfait justement du bilan donc, à la tête de l'ONAS? Vous savez, l'administration publique, c'est servir les populations. Et il y a toujours des besoins qui sont résilients. Quand vous arrivez, vous avez trouvé des besoins. Quand vous partez, vous trouvez naturellement des besoins parce qu'on ne peut pas tout régler sur un temps aussi court. Je peux dire que je suis globalement satisfait parce que mon objectif, c'était de mettre en place une dynamique. L'OFOR, c'était la même chose, 3 ans, l'ONAS, quelques années, mettre en place une dynamique. Maintenant, après le reste, ce sont les successeurs qui vont gérer. Mais personnellement, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait à l'ONAS. Bon, après le reste, comme j'ai dit, c'est vraiment derrière moi. Je pense qu'il y avait du travail à faire. Je pense avoir fait ce qu'il fallait. Et après le reste, c'est la vie qui continue. C'est la vie qui continue. Alors, déjà, votre départ de l'ONAS, il y a eu beaucoup de polémiques. Hein, donc, est-ce que ça a entré avec un lien avec justement l'opposant Ousmane Sonko, à qui vous auriez bien donc, aimé recevoir? Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Mais je pense que nous sommes dans un pays de parlotte, dans un pays de polémique, malheureusement. Et on oublie l'essentiel c'est de travailler. Et malheureusement, on oublie souvent ça. Recevoir Ousmane Sonko, je regrette rien. Je pense que j'aurais dû le recevoir. Avec la distance, je me rends compte qu'on aurait dû le recevoir. C'est un citoyen. Quand j'étais à l'ONAS, je recevais des députés, je recevais des citoyens lambda qui venaient demander des informations. Et je pense qu'on aurait pu le recevoir, lui expliquer ce qui se fait. Mais bon, ça n'a pas été fait. Et je ne crois pas, contrairement à ce qui se dit, que mon départ soit lié au fait que je voulais recevoir Ousmane Sonko. C'est le président de la République qui nomme aux emplois civils et militaires. Et je pense qu'il a toute la latitude de dire monsieur, j'ai assez, je trouve que j'ai envie de mettre une autre personne à cette position. Il y a beaucoup qui sont partis. Il y a beaucoup qui sont partis avant moi, après moi. Je ne parle pas de l'ONAS de façon générale. Et il y a beaucoup qui partiront encore d'habitude. Je pense que c'est dans le cours normal des choses. Ce qu'il faut, je pense, là je parle vraiment maintenant dans le général et l'unité, c'est de gérer ces départs comme des frustrations. Bien au contraire. Je pense qu'à un certain moment, il faut partir parce que vous ne voyez plus rien, parce que toutes les organisations ont besoin de changement. Je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut gérer. La deuxième chose, c'est, vous savez, les agences ont une façon particulière qui implique une forte responsabilité.
Et je crois qu'à un certain moment, il faut quand même laisser la place à d'autres pour qu'ils puissent continuer le travail qui est fait. Je n'ai aucun regret dans ce qui se fait, je n'ai aucune amertume, bien sûr, parce que je suis parti de l'ONAS en janvier, le 21 janvier, je pense. Le 1er février, on m'avait déjà proposé de travailler ailleurs, que j'ai demandé à me reposer parce que j'étais fatigué. C'est éprouvant. Et l'administration publique est très difficile. Mais je n'ai aucun regret particulier, je n'ai aucune amertume et je pense qu'il fallait que j'arrête dans ce moment précis. Absolument. Alors, quelles sont vos relations avec Ousmane Sonko? On va en parler un peu, M. Sarro. Je sais que vous avez été suivi par son livre, n'est-ce pas? Les territoires du développement aujourd'hui, on n'a pas rapport avec ça. Ça, c'est quand même, je pense qu'au-delà de Sonko, je pense qu'on ne doit plus être, nous sommes ce qu'on appelle une démocratie. La logique, c'est pas, tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. C'est ça la logique dans ce pays. Je pense que j'ai lu tellement de livres dans ma vie. Lire un livre d'Ousmane Sonko, ça ne devait pas être un problème. C'est-à-dire, on est arrivé à un niveau de clivage de la fonction politique, de la fonction politique dans notre pays, un niveau d'exaspération des rapports entre les acteurs politiques, que c'est ou vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Et je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire, parce que ça part d'une rupture de la gestion de l'administration en général et des communes en particulier. On peut y trouver de bonnes choses, comme on peut y trouver des choses qui soient moins bonnes. Mais je pense que c'est l'enrichissement intellectuel qui est important. C'est sous cet angle qu'il faut le voir. Je pense que si le président Macky Sall avait écrit un livre, je l'aurais lu. Et ça n'aurait pas créé de tollé, je crois. Je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Ce pays, malheureusement, vote depuis, on m'a dit, depuis très longtemps, plus de 100 ans. Aujourd'hui, vous regardez ce qu'il y a autour de nous. La Gambie, Yaya Jammeh est parti il y a moins de 10 ans. Il n'y a pas cette animosité entre les acteurs politiques. Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez des gens qui y trouvent leur intérêt, parce qu'après, ils vont jouer au sapeur-pompier, vous avez d'autres. Mais je pense qu'on a besoin d'un pays apaisé. On a besoin d'une démocratie apaisée. On a besoin d'un pays où chaque acteur est libre de donner ses points de vue. Chaque acteur est libre de prendre parti. Et puis, après, la vie continue. Ce sont les Sénégalais qui sont assez majeurs, qui pourront dire, moi, je suis avec M. X ou avec M. Y. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne aux fondamentaux, la sérénité, et que les acteurs puissent se respecter, qu'on soit dans un climat apaisé de travail. Par rapport à Ousmane Sonko, pas un rapport particulier, c'est un garçon que j'admire beaucoup. Ouais. Je pense que si ce n'était pas lui, l'opposition sénégalaise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis certain, je ne pense pas. Il y a un avant et un après Ousmane Sonko. Il y a un avant l'opposition, ça n'existait pas. Et je pense qu'il porte les espoirs de beaucoup de jeunes. Maintenant, je pense que la question, c'est de se demander pourquoi. Je pense qu'il faudrait que les gens se posent pourquoi. On est dans un pays où 70% de la population a moins de 30 ans. C'est leur pays demain. Ils doivent le construire pour... Voilà, je suis un garçon que je respecte beaucoup et je pense qu'il a changé beaucoup de choses. Est-ce que vous entendez des gens vous parler au téléphone? Non, on ne se parle pas. Vous savez, les gens se font souvent des films et c'est ça que je dis. On ne doit plus être dans une logique, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Chacun doit être libre de choisir avec qui il est. Mais je répète, c'est un garçon que j'admire beaucoup et que j'ai toujours admiré dans ma vie, parce que je pense qu'il porte un discours de rupture. Il représente en réalité beaucoup de jeunes s'identifient à lui. Comme je dis une chose encore, la question c'est de se demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qui reste certain, et ça c'est mon avis personnel, c'est que la classe politique dans ce pays a besoin d'être renouvelée. Je ne parle pas d'alternance générationnelle, je parle d'alternance dans les pratiques. Nos pays ont tellement de défis à relever, je pense qu'il faudrait que le travail soit la priorité. Maintenant, et je pense que ça c'est un de nos problèmes majeurs que nous avons, tant que la politique restera un ascenseur social, certains seront prêts à y laisser leur vie pour garder des situations de sinécure. C'est un raccourci pour certains, oui. Je pense que c'est un raccourci pour certains. Oui, alors donc on va parler justement de politique avec ces élections législatives qui profitent à l'horizon. Déjà, vous êtes prêt, M. Sarro, et sous quelle bannière?
Je suis prêt et je vais aller voter comme tout citoyen sénégalais, mais le vote est secret, je ne peux pas dire pour qui je vais aller voter. Oui. Je salue la bonne décision du Conseil constitutionnel, c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas imaginer d'élection au Sénégal sans la participation de Yewwi Askan Wi et sans la participation de Benno. Ça n'a pas de sens. Nous sommes en train d'aller dans une logique d'élire ce qu'on appelle des députés, des représentants du peuple. Et je pense qu'on ne peut pas exclure de ce processus des pans entiers, des pans entiers des partis qui sont supposés être les représentants du peuple. Quand on prend les élections locales, le premier parti, c'est Benno, le second, c'est Yewwi Askan Wi. On ne peut pas, quelques mois après, dire que nous allons à des élections en excluant ces gens. Ça n'a pas de sens. Maintenant, il s'agit d'élections législatives. J'ai eu la chance de travailler dans l'administration, de voir ce qu'est l'Assemblée nationale. Elle ne reflète pas le peuple sénégalais. Je pense qu'il faut prendre des députés qui soient capables de représenter les populations, qui soient capables de comprendre les enjeux. Parce que c'est le Parlement qui doit représenter le peuple. Il faut arriver à avoir un équilibre entre l'exécutif et le législatif. Et si nous n'arrivons pas à avoir ça, ce qui va se passer, c'est peut-être des textes de loi qui vont être pris et qui ne vont pas forcément correspondre à ce que les Sénégalais veulent. Et je pense, encore une fois, je l'ai dit, vous allez au Cap-Vert, 500 km de Dakar. Ces gens votent aujourd'hui législative, le lendemain, tout le monde se remet au travail. La Gambie, avant-hier, ils ont voté, les gens se sont remis au travail. Pourquoi dans au Sénégal, on est incapable d'aller dans des élections apaisées? Et je pense qu'il faut qu'on arrive à ça si on veut développer le pays. Est-ce que ce n'est pas la faute aux acteurs politiques même qui s'adonnent souvent à ce jeu, qui tiennent en otage toute une population, n'est-ce pas, et alors qu'ils sont une infime minorité? Je pense que le premier responsable, c'est la presse. La presse. Je pense que le premier responsable, c'est la presse. Quand vous regardez les émissions qui passent, elles n'aident pas vraiment. La presse invite qui dans ces émissions? C'est ça qu'il faut voir. La presse invite essentiellement les gens qui ont le don de mettre le feu dans ce pays. En fait, la presse, c'est le premier responsable de ça. Je pense qu'elle aurait dû jouer un rôle de révélateur, mixer un peu. Vous avez des gens qui ont des discours très positifs, mais je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Allons aux élections, et puis on se remet au travail. Et je crois qu'il faudrait qu'on arrive vraiment à ce que ce pays soit apaisé. Je vous donne des exemples. Les pays autour de nous, le Ghana, la Gambie, les îles du Cap-Vert, même en Côte d'Ivoire, ils font les législatives, le lendemain, tout le monde se met au travail. Depuis 2012, dans ce pays, on ne parle que de politique. Et je pense, c'est mon avis personnel, ça aussi, que les problèmes que nous avons eus avec ces histoires de parrainage doivent nous ouvrir les yeux pour montrer que le système n'est pas bon. Oui. Il n'est pas bon. Vous pensez qu'effectivement, il y a des dysfonctionnements, il y a des... Oui. Je ne dis pas que c'est le parrainage en tant que tel qui est mauvais. D'accord. Il faut mettre des verrous. Sinon, vous allez avoir une floraison de candidats. Mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans le système et qu'il va falloir avoir la lucidité de le retravailler, de le revisiter. Ce pays ne mérite pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce pays ne mérite pas ça, ça n'est pas possible. En plus, il y a tellement d'autres priorités à gérer. Et je crois qu'il faudrait que tous les acteurs politiques se mettent ensemble et travaillent pour ça. On parle de dysfonctionnement également, donc noté au sein de certaines coalitions, et on parle même, n'est-ce pas, de listes non paritaires, toute cette polémique autour de cela. Vous en pensez quoi exactement? Oui, c'est le système qui n'est pas bon, c'est le système de parrainage qu'il faut revoir. Je pense que les femmes méritent une place très importante. Mais on ne fait pas de la parité pour faire de la parité. On ne fait pas de la parité pour tirer vers le bas. Vous avez des femmes intellectuelles. Vous avez des femmes intellectuelles ne veut pas forcément dire avoir été à l'école, qui comprennent les enjeux. Vous avez des femmes qui sont capables de porter le discours des femmes. Je pense qu'on peut aller dans une logique de parité, mais on ne doit pas aller dans une logique de tout tirer vers le bas. L'Assemblée nationale est paritaire. Regardez quelles sont les femmes qui sont à l'Assemblée nationale. Comparé à l'Assemblée nationale du Rwanda, où il y a plus de femmes que d'hommes.
Ça n'a absolument rien à voir. Je pense que la femme mérite mieux que d'être utilisée pour applaudir, que d'être utilisée pour insulter, que d'être utilisée pour faire des invectives. Et dans la plupart des partis politiques, quand vous allez à l'Assemblée nationale, elles servent malheureusement à ça. Alors, donc, on va parler de toute autre chose. Hein. Je sais que ces temps-ci, le Sénégal est secoué par les problèmes liés à l'insécurité, au cas de violence, de meurtre. Aujourd'hui, comment vous voyez justement une telle situation qui vraiment cantonne notre société? Rien ne justifie cette violence, rien ne justifie cette mort. Mais ce qu'on fait souvent dans notre pays, malheureusement, je pense que certaines mesures sécuritaires doivent être prises, c'est clair. Mais je crois qu'on doit réfléchir pourquoi maintenant. On doit réfléchir pourquoi maintenant. Vous savez, je dis encore une fois, rien ne justifie cette violence. Vous savez, en 2018, si je ne me trompe pas, c'est le dernier chiffre que j'ai, sur 300 000 jeunes qui sortaient de l'école, le système productif ne pouvait en embaucher que 30 000. Que 30 000 sur le 300 000 par année. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec la démographie, ce nombre doit avoir significativement augmenté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perspective pour les jeunes. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'il faudrait réfléchir pour savoir quels sont les verrous à mettre en place pour éviter ça. Ça, c'est le premier problème. Je pense qu'il y a un problème social terrible. Encore une fois, rien ne justifie la violence. Mais il y a des jeunes, une grande partie, il n'y a aucune perspective. Certaines peut-être vont maintenant trouver le chemin de la facilité, mais qui est cruel. Sortez de Dakar, allez partout. Les Jakarta, ce n'est pas un métier. Aller dans toutes les régions du Sénégal, c'est ça le nouveau métier des jeunes. Ça traduit simplement la pauvreté galopante qui peut éventuellement justifier ces violences que, encore une fois, que je dis, rien ne justifie. Et je crois qu'il est encore temps de pouvoir revenir sur les fondamentaux. Mais à la base, il faut que, comme je dis encore une fois, les acteurs politiques se mettent autour d'une table et discutent de l'essentiel. L'essentiel, c'est le Sénégal, qui est plus important que tous les acteurs politiques. Tous, ils ont trouvé le pays ici, ils vont s'en aller, comme vous, comme moi, on va laisser le Sénégal. Mais laissons le Sénégal dans de bonnes conditions pour les générations à venir. Voilà, donc voilà. Et M. Sarro, on va maintenant parler de la situation dans le monde, l'actualité internationale qui reste toujours dominée par cette crise, cette guerre en Ukraine. Alors aujourd'hui, avec ces lots de victimes, d'abord, comment vous appréciez justement cette guerre qui, malheureusement, comme je le disais tantôt, a fait énormément de victimes? Cette guerre, je pense qu'il faut d'abord, je commence par les conséquences avant de venir. Vous savez, on a eu la Covid, qui nous a rappelé que l'Afrique, de façon globale, devait changer de façon de faire. La Covid nous a montré très vite qu'on dépendait de l'extérieur, dans tout ce qu'on fait. Le continent africain, c'est 3% du commerce international. Tout ce qui se passe, nous le recevons, nous le sentons immédiatement. Il y a eu la guerre à l'Ukraine, exactement la même chose. Aujourd'hui, les meuniers sénégalais, africains, mais je me demande comment ils font. Le prix du blé a explosé. On fait du pain à partir du blé. Comment ces gens font? Je me demande comment ils font. Est-ce qu'ils reçoivent des subventions de l'État pour s'en sortir? Je ne sais pas trop. Mais ça montre quand même la fragilité de notre système. Et malheureusement, je ne sais pas le Sénégal, je pense qu'en Afrique en général, on réagit par à-coup. Il n'y a jamais de stratégie à long terme. C'est toujours des réactions par rapport aux situations. Tous, ils sont aujourd'hui en train de dire on fait du PAMI blé, on fait. Mais ça, c'est des décisions qu'il fallait prendre peut-être il y a 10 ans et continuer dans la durée. Il suffit que ça arrête et puis après, on revient en arrière. Toute la crise qu'il y a eu dans les hôpitaux pendant la Covid, la prise en charge et tout ça, la pandémie est partie, on fait comme si de rien n'en était. C'est-à-dire, et je pense que c'est ça le gros problème de notre continent. Et je pense que ces crises répétitives doivent nous montrer que notre modèle de fonctionnement en tant que continent africain n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'il faut renforcer les blocs, continuer à renforcer les blocs sous-régionaux et travailler dans une dynamique d'intégration. Des trucs comme la ZLECAf, je ne crois pas, c'est des éléphants blancs. Ça vous pensez que ce n'est pas une bonne idée? Ça ne marchera pas, ça va servir à payer des fonctionnaires. Il faut arrêter, ça va servir à payer des fonctionnaires sans plus. Je pense qu'il faut travailler pour renforcer les blocs comme la CEDEAO, comme la CEMAC,
comme en Afrique de l'Est, ceux qui font comme c'est ça. Je pense qu'il faut travailler pour renforcer ces blocs. Il faut pas se faire d'illusions. C'est de gros éléphants blancs. Ça va servir à payer des fonctionnaires. Et je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. Maintenant, la guerre en Ukraine, de prudence des États africains, Wolof yi honoré li dañuy ngarale, mais les États africains ne peuvent pas prendre position. Oui, il y a même le chef de l'État, Macky Sall, qui a décidé de se rendre en Ukraine. Ça ne va changer rien au nom de l'Afrique, ça ne va rien changer. Que cela ne changera absolument rien du tout. Si Biden ne peut rien changer, qu'est-ce que l'Afrique peut changer? Mais comme je dis encore une fois, la position des États africains montre encore une fois nos états de dépendance. On a peur. En fait, on n'est pas neutre, c'est qu'on a peur de prendre position. On ne va pas fâcher les États-Unis, on ne va pas fâcher les Russes. Ah ouais, c'est vrai. C'est notre faiblesse en réalité. On a peur de prendre position. J'ai lu avant-hier que, que les Américains sont en train de voter une loi pour sanctionner les États qui ne soutiennent pas, enfin, qui ne sont pas dans leur logique. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais ça aussi, comme j'ai dit, ça reflète un peu ça reflète encore une fois notre faiblesse. Je pense que l'Afrique doit travailler autrement. On doit avoir un leadership beaucoup plus fort sur le continent. Et comme je dis encore une fois, il faut renforcer les blocs régionaux si on veut y arriver. Tout à fait. Alors, en parlant justement des questions liées à la paix et à la sécurité, le Sénégal, on en a parlé, l'Ukraine, on en a parlé, mais dans le reste de l'Afrique, toujours, nord Mali, le Sahel et dans plusieurs zones également. Donc, vraiment, c'est une insécurité totale, il faut le dire. Alors, quelle solution vous pensez qu'il y a des alternatives pour s'en sortir? Comme je dis encore une fois, on doit réfléchir aux causes. Bon, le Sahel en général, je pense que tout a commencé à se dégringoler quand Kadhafi a été liquidé. Je pense que c'est là où ça a commencé. Après, la Libye est devenue une zone de non-droit avec des trafiquants d'armes un peu partout. Après, c'est ce qu'on appelle les ventres mous. C'est le Mali qui a flanché très vite, très très vite. Et ce qu'on oublie, c'est que, je ne sais pas si c'était en 2002, je pense, ce qu'on appelle la bataille de Conan au Mali. C'est Diakounda qui était président du Mali et qui avait demandé à François Hollande d'intervenir. Je pense que si les Français n'avaient pas intervenu en 2002, le Mali aujourd'hui aurait été rayé de la carte. Et pourtant, on demande le départ des troupes françaises, ça a été l'actualité. Mais ça, c'est encore une fois ce que je dis. Le Burkina et aussi qui demande. Est-ce que la bonne stratégie, c'est de remplacer les Français par les Russes? Non, certainement pas. Wagner? Est-ce que c'est la stratégie de remplacer le Mali par la Russie? Encore une fois, cette crise, elle montre que nos États ne sont pas des nations. Un pays qui ne peut pas défendre, assurer la sécurité de ses populations ne mérite pas le nom de nation. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et c'est là où je dis, nous sommes dans un îlot de sécurité. Tu as le Mali qui a de gros problèmes, tu as le Niger qui est en train de sombrer, tu as le Burkina, tu as le Tchad, tu as le Nigeria. Ils ont commencé à attaquer le Bénin, le Togo, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Bassam, on s'en rend compte. On n'a pas sorti de l'auberge. Et je pense tout ça, doit pousser, je pense, les politiques sénégalais à saisir l'essentiel et à travailler pour un pays apaisé. Très bien. C'est dans les difficultés comme ça seulement que les djihadistes profitent, entre guillemets, pour arriver à régler des problèmes. Mais, encore une fois, réfléchissons pourquoi nous en sommes arrivés à ça. Pourquoi cette césure? Quand vous avez une partie très importante d'une population qui est exclue, ce qui se passe au Nigeria au nord, mais après, ils deviennent des proies faciles pour tout ce qui est extrémiste, c'est la faute aux autres, etc. etc. Et je crois que l'Afrique doit travailler dans ce sens. Voilà. M. Sarah, nous arrivons au terme de cet entretien. Un dernier mot? Mais je vous remercie, M. Kandé, pour cette opportunité. Merci. Et je dis encore une fois, nous avons besoin d'un pays apaisé. Un pays se construit dans le travail, mais pas dans la parlotte. Et je crois que les événements de ces derniers jours montrent quand même que nous avons un gros problème. On parle de modèle sénégalais, mais c'est un modèle dans le mauvais sens, à mon avis, un modèle démocratique dans le mauvais sens. On a beaucoup de pays autour de nous qui votent depuis une dizaine, une vingtaine d'années, mais sans problème. On ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte. Et c'est des pays qui sont proches de nous, c'est la Gambie qui est là, enclave du Sénégal.
vous avez les îles du Cap-Vert, vous avez le Ghana, vous avez à la limite le Côte d'Ivoire. Tous ces pays, ils votent, mais le Bénin même, à la limite, ils votent sans problème. Mais ce pays, ça parle, ça parle, ça parle. Comme j'ai dit, vous avez des pyromanes qui sont autour, qui ont intérêt à ce que cette instabilité existe, et après demain, ils vont se lever pour essayer de jouer sa propre vie. Et je pense que ce pays mérite mieux que ça aujourd'hui. Tout à fait. Je vous remercie. Merci Lansana Sakho. C'est moi qui vous remercie, M. Kandé. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc l'entretien avec M. Lansana Gagny Sakho. Merci en tout cas de votre disponibilité. Vous avez toujours été, n'est-ce pas, disponible justement à chaque fois que nous vous sollicitons. Et merci, vous avez entendu avec lui plusieurs questions liées, n'est-ce pas, à l'actualité nationale et internationale. Merci à Ibrahima. Je pense qu'on va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Entretien avec. Bonsoir et au revoir.